Et vous avez donc à accepter, je crois, sur une fenêtre. Bonsoir Charlotte. Charlotte est arrivée entre-temps, j'ai pas eu le temps de la saluer. Voilà, on a salué tout le monde. On a juste pris le temps, Charlotte, de se présenter. Donc, voilà, tout est ouvert. On démarre à peine. On s'est présenté pour ceux qui n'avaient pas assisté à la précédente réunion. Et donc, comme le disait Emmanuel à l'instant, on va poursuivre en rappelant les principaux points qu'on avait notés lors de la conférence du 21 octobre. Et puis, on vous laisse la parole. On a reçu quelques questions par mail, mais vous pourrez vous manifester et vous pouvez poser les questions ou dans le chat ou en direct. Et vous levez la main quand vous voulez. Enfin, voilà, on est entre nous, on y va. Donc, la fois dernière, nous avons évoqué 4 clés essentielles, enfin, qui nous paraissent être essentielles pour accompagner ces profils atypiques. Le premier point, c'était surtout être attentif à la façon dont ces profils arrivent jusqu'à nous. Et quand ils arrivent, est-ce qu'ils sont vraiment avec ça dans leur demande ou est-ce que c'est en arrière-plan? Est-ce qu'ils savent qu'ils ont ce profil-là ou est-ce qu'ils ne le savent pas? Est-ce que c'est nous qui allons le déceler, le détecter? Est-ce que ça présente vraiment quelque chose de prioritaire pour eux ou pas? Est-ce que c'est quelque chose qui les angoisse ou pas? Donc, il y a vraiment à tenir compte de la façon dont ils arrivent. On avait évoqué ce point-là. Donc, on ne va pas recommencer là-dessus. Si vous voulez le replay, on vous l'enverra. Le deuxième point, je te laisse enchaîner, Emmanuel, tu te souviens? Non, je C'était me souviens que le sur, deuxième point, c'était la pluridisciplinarité qui me tenait alors, à ça, cœur. c'était le dernier point, mais enfin, bon, peu importe l'ordre, on avait parlé de connaître le profil. Je te laisse. Ah oui, connaître le profil, c'est très important. En effet, c'était la deuxième clé et ça, c'est fondamental. Mais du coup, vous aurez tout dans le replay. Dans connaître le profil, c'est le connaître sur le plan, bien sûr, des savoirs, des connaissances. C'est connaître les profils aussi, bien connaître le test qui permet, de déceler les hauts potentiels intellectuels. Enfin, pas que, hein, c'est un test d'intelligence générale. Et connaître le profil HPI, les profils HPI, c'est connaître aussi, tout ce qu'on appelle les profils complexes ou dits hétérogènes, avec les spécificités qui vont, avec les fonctionnements HPI, ce qu'on appelle les troubles de comorbidité. Voilà. Voilà. On a évoqué également un troisième point qui concernait nous, thérapeutes, notre posture face à ces profils-là, parce que l'on soit HPI ou pas, on a forcément des interactions peut-être différentes avec ces profils-là. Et quand une hypersensibilité rencontre une autre hypersensibilité entre client et thérapeute, eh bien, qu'est-ce que ça fait? Alors, bien sûr, il y a des histoires de transfert et contre-transfert, mais là, ça va encore un petit peu au-delà de comment fait-on quand on se trouve en face de ces profils si singuliers et quand on a le même profil singulier et que nos hypersensibilités se rencontrent. Voilà, donc il y a à tenir compte de ça aussi. Et le dernier point, c'est ce que tu évoquais. Voilà, j'ai tout dit. C'était d'aller, développer son réseau parce que, la pluridisciplinarité est essentielle et justement dans le replay, on évoquait différentes situations. Bien sûr, c'est pour, le cadre du thérapeute, premièrement. C'est pour travailler aussi à une notion de dépendance, qui est assez forte chez certains profils HPI. Mais c'était aussi, on l'a évoqué, hein, les profils, qui ont un fonctionnement, Asperger, qui ont aussi des profils particuliers. Donc voilà, ça c'est essentiel. Ces 4 clés, elles sont fondamentales, mais il n'y a pas que ça. Mais en tout cas, on a articulé la conférence là-dessus et l'objectif pour nous, hein, il me semble, Magali, tu me diras si je me trompe, parce que j'ai tendance parfois à fixer sur, des petites choses, mais aujourd'hui, ces questions-réponses, c'était vraiment de donner l'opportunité à vous, en tant que thérapeute, en tant que professionnel, de nous poser des questions, mais aussi de témoigner parce qu'on n'est pas non plus, on n'a pas tous les savoirs. Donc, comme Isabelle tout à l'heure a proposé un livre, voilà, c'est aussi un moment d'échange. Donc n'hésitez pas, à partager, enfin qu'on partage ensemble, des pratiques, des questions, voilà, tout est ouvert. Tout à fait. Voilà, donc peut-être on vous laisse la parole ou on ouvre les questions Ah ou, oui, c'est une bonne idée. hein? On peut y aller comme ça, allez-y. Quelles sont les questions que vous vous posez si vous avez envie de vous spécialiser dans le type d'accompagnement dont on parle, dans ces HPI, ces surdoués, ces multipotentiels, ces phylocognitifs, ces zèbres et j'en passe, hein. Vous avez tout le détail dans la précédente conférence, on a beaucoup parlé de ça. Eh bien voilà,
la parole est à vous. Qui veut poser une question ou bien on prend une question qui nous a été posée par mail? Et puis n'hésitez pas à donner votre profession, comme ça on augmente notre Oui, réseau tous ensemble aussi, c'est bien. vous pouvez échanger. Alors, il n'y a peut-être pas une question tout de suite. Vous voulez que je prenne une question qui nous a été posée? Allez, je fais ça. Alors, comment puis-je repérer un profil à haut potentiel dans mes patients s'il n'a pas passé les tests? J'ai l'impression que j'ai un taux important de profils HP dont la plupart n'ont pas passé de bilan, mais ce n'est qu'une impression et je voudrais des éléments tangibles pour apprendre à faire la différence entre profil à haut potentiel et patient qui s'est coupé de ses émotions et a fortement investi la pensée sans peut-être pour autant être à haut potentiel. Voilà. Donc, une question autour de comment puis-je repérer un profil HP? Ça, c'est une grande question. Tu commences, je commence, comme tu veux. Tu peux aller de toi, puis je compléterai si tu veux. Alors, ça, je dirais que c'est vraiment la question de base. C'est la question qui fait qu'à un moment donné, on a envie d'aller voir un petit peu plus loin ou pas. C'est se dire, tiens, je suis au courant de ce profil-là, je m'intéresse à ce profil-là, et puis parfois, dans une consultation, je me dis, ah tiens, cette personne, elle réagit comme ça. Ah tiens, et si elle aussi, elle était comme ça? Ah tiens, et ça, et tiens, et si, et etc. Mais ça suppose le point numéro 2 qu'on a évoqué tout à l'heure. C'est-à-dire que si on n'a pas approfondi les contours de ce profil, bah, c'est difficile de le détecter. Parce qu'on a bien sûr une façon de ressentir les choses, le regard, le non-verbal, la façon de s'exprimer, il y a plein de choses qui, quand on a l'habitude, nous allument quelque chose à l'esprit et on se dit, ah bah oui, là, il y a quelque chose par là. Plus on avance et plus on arrive à sentir les détails. Mais au départ, il faut vraiment aller chercher ce qu'il y a dans ce profil. Peut-être, Emmanuel, tu veux continuer? J'ai Ouais. encore plein de trucs à Oui, dire. oui, oui, complètement. Alors c'est une vraie question parce que c'est une question, qui, comme tu l'as dit, nécessite bien sûr des connaissances, mais quand bien même, et c'est ça qui me semble important de souligner, quand bien même, l'on a accumulé des connaissances, qu'elles soient scientifiques ou même cliniques, d'accord? De reconnaissance, de ces profils-là, heu, ça fait partie de d'un pôle que moi, en tout cas, j'appelle les hypothèses de travail et qu'une hypothèse de travail, tant qu'elle n'est pas testée, reste une hypothèse de travail et finalement, comment on reconnaît une personne HPI quand elle n'a pas été testée? On on va, comme tu l'as posé, peut-être le ressentir, peut-être déceler, mais il est impossible et moi la première, hein, il m'est impossible de faire la différence entre une personne HPI ou une personne qui s'est dissociée, dans ses mécanismes de défense, et qui a peut-être un fonctionnement intellectuel normal, tant qu'il y a pas l'épreuve du test. Le test, il sert à ça, il sert à objectiver. Donc, ça fait partie aussi de l'intégration dans sa pratique, hein. Il ne s'agit pas forcément que vous passiez le test, mais d'avoir des personnes dans votre entourage que vous connaissez, des psychologues, qui passent des tests parce que vous pouvez réorienter, accompagner votre patient, enfin la personne, à s'interroger sur son fonctionnement et à aller passer un test parce que ça devient une hypothèse de travail peut-être importante pour vous. L'autre question du coup qu'il y a derrière, ah pardon, vas-y. Non, vas-y, vas-y. C'est Non, sûr, hein? je voulais ajouter que de toute façon, quand on a cette idée, cette hypothèse qui apparaît, euh, je crois qu'on l'a évoqué dans la dernière conférence, je ne sais plus si c'était dans celle-là ou dans une autre, si on l'a évoqué la dernière fois, où on disait à quel point il est important de ne pas livrer comme ça une impression ou dire à quelqu'un bah, vous êtes HPI forcément, parce que moi j'entends tellement de choses comme ça et je vois tellement les dégâts que ça cause. Quelqu'un qui arrive en disant bah, j'ai vu tel professionnel, il m'a dit que j'étais HPI, donc voilà. Bah, il m'a dit que j'étais HPI. Alors peut-être que c'est transformé dans la façon dont ça a été dit et comment ça arrive jusqu'à nous. Mais très souvent, il y a des personnes qui s'autorisent à dire à des gens, mais vous êtes HPI. Jamais de la vie, on va parler à quelqu'un comme ça, tant qu'effectivement on n'est pas passé par le test. Par contre, on peut émettre l'hypothèse, mais pas
sans l'échafauder, cette hypothèse. C'est-à-dire que ce qui est important, c'est pour ça que je reviens à ce que je disais là au départ, de bien connaître les contours du profil, parce que moi, quand j'ai ce doute sur une personne, je vais passer par une série de questions. Alors, j'évite de faire le questionnaire de police quand même, mais au cours de l'échange qu'on a, ben, je vais demander à cette personne comment c'était sa scolarité quand elle était petite, comment elle est dans la relation aux autres. Je vais poser quelques petites questions comme ça qui vont m'éclairer sur les principales caractéristiques qu'on connaît bien. Et si je me rends compte qu'à la réponse 1, c'est OK, la 2, c'est OK, la 3, c'est OK, la 4, là, je vais me dire, bon, peut-être ça commence ça sent quelque chose qui pourrait ressembler à ça. Et puis, je vais mettre bout à bout tous les éléments que je vais avoir pour me dire, tiens, oui, ça peut être ça, parce qu'on n'est pas obligé de cocher tout ouvert, mais s'il y a un certain nombre de caractéristiques qui collent, alors on peut se poser la question. Et puis, on va explorer, on va voir. Mais entre le moment où j'ai cette idée et le moment où je vais le dire à la personne, je ne vais pas lui dire, vous êtes HPI. Je vais lui dire, est-ce que vous avez entendu parler des profils atypiques? Est-ce que vous savez de quoi il s'agit? Et voilà, qu'est-ce que vous savez de ça? Et je ne vais pas lui dire, vous êtes comme ça, mais peut-être je vais l'envoyer vers un livre. Je vais lui proposer d'écouter une conférence pour voir si ça lui parle. Et il m'est arrivé d'avoir des personnes qui revenaient en me disant, non, non, ça ne me parle pas du tout. Alors, parfois, ça peut ne pas parler du tout, même si c'est ça. Non, il faut toujours être attentif. Mais en tout cas, on ne va jamais y aller direct comme ça. Et on ne peut pas le savoir tout de suite. Et donc, comme Emmanuel le soulignait, seul le test, à un moment donné, va dire, OK, c'est ça. Mais je crois qu'il faut aiguiser sa pratique pour pouvoir le sentir, pour pouvoir avoir les signes qui peuvent vous dire, ah oui, là, quand même, il y a quelque chose qui correspond. J'ai vu que Caroline voulait intervenir. Oui, Est-ce que vous voulez intervenir tout de suite? Après, je compléterai et on a 2 belles questions après à répondre. OK. On vous Caroline. écoute, Caroline? Oui, bonsoir. C'était justement une question que j'avais qui est dans la continuité de ce que vous venez de dire. Est-ce que vous auriez justement des références ou de sites internet ou d'ouvrages ou de conférences qu'on peut conseiller ou amener auprès d'un patient pour lequel éventuellement on s'orienterait vers une hypothèse de HPI, mais pour lequel on n'a pas forcément envie de poser soi-même le mot dessus. Et pour l'amener à peut-être se demander si éventuellement, voilà. Est-ce qu'il y a des ouvrages que vous recommandez ou que vous ne recommandez surtout pas, enfin, voilà, pour pas faire d'écueil? Alors, moi, il n'y a pas d'ouvrage que je ne recommande pas. Même si ce n'est pas forcément personnellement mes préférés, je sais que c'est par contre les préférés de tous mes patients et de toutes les personnes qui l'ont lu. C'est clairement les livres de Jeanne Siofachin et de Petit Colin, je pense Oui. trop. À chaque fois que des personnes ont lu, moi, les gens arrivent avec le bouquin, avec stabiloté de partout en disant «Oh, vous avez vu, elle a parlé de moi, je me suis effondrée, j'ai l'impression qu'elle s'adressait à moi». Donc, je trouve que c'est des très beaux livres de vulgarisation qui permet quand on n'est pas thérapeute, quand on n'est pas psy, quand on n'a pas de connaissances, d'avoir voilà, un panel lâche pour que les gens aient peut-être ce process d'identification, de compréhension. Après, avec des écueils, d'accord? Mais pour répondre à votre question qui est comment amener quelqu'un à s'interroger tranquillement, posément, personnellement, je trouve que voilà, c'est intéressant. Après, il y a les conférences d'Olivier Revol aussi qui sont ouais. très chouettes. D'accord. Alors, Et on n'a pas les mêmes références avec Emmanuel, enfin pas tout OK. exactement, mais tant mieux. Moi, je suis d'accord pour Jeanne Siofachin qui a vraiment fait passer un message. Bon, j'aime pas tout ce qu'elle peut présenter, mais en tout cas, j'oriente vers le bouquin pour les adultes notamment, Trop intelligent pour être heureux, et L'enfant surdoué, où tout est bien présenté, où c'est abordable pour tout le monde, où c'est très bien. Mais celui qui, moi, m'a beaucoup touchée et beaucoup éclairée, et je le recommande et j'ai souvent des retours positifs aussi, c'est celui de Cécile Bost. Ouais, c'est Cécile vrai. Bost, elle en a écrit 2. Le premier, je ne sais plus le titre parce qu'elle a changé au début, c'était Différence et souffrance de l'adulte surdoué, puis c'est devenu, je ne sais plus très bien le titre, mais vous le trouverez. Et D'accord. le second, c'est la souffrance, enfin pas la souffrance, non, mais tout ce que peuvent rencontrer les surdoués dans le milieu professionnel. Elle a fait quelque chose autour de comment s'épanouir au travail quand on est surdoué.
Mhm. Donc, pour moi, ce sont vraiment 2 bouquins très complets, très parlants et j'ai souvent des super retours. Vous les trouvez, moi, j'ai mis une bibliographie sur mon site internet, vous pouvez les retrouver. D'accord. Et j'aime aussi bien les ouvrages de Monique de Kermadec. C'est encore un autre style et ça parle à d'autres personnes. Voilà, une approche différente, enfin différente. On retrouve le socle toujours, mais c'est présenté avec encore un autre style. Et Monique de Kermadec, ce que j'aime bien, c'est qu'elle a travaillé le sujet sous différents angles. Il y en a un qui est excellent, c'est La femme surdouée. Enfin, excellent parce qu'il y a peu d'ouvrages sur la femme et le HPI. Il y a aussi un sentiment de solitude pour ce sentiment de décalage. Elle a parlé du surdoué et l'amour, je le recommande. Le surdoué et l'amour pour tous les gens qui se disent mais comment ça se fait, mes relations amoureuses, Mhm. c'est comme ça. Bon, et j'en passe. Comment faire simple quand on est compliqué, je crois. Elle a fait ça aussi, hein, c'est Oui, ça, Emmanuel, il me oui. semble. Voilà. Mais après, effectivement, il en existe beaucoup d'autres. On peut en citer plein et je vous dis, allez voir sur le site, vous trouverez. Et il y en a encore beaucoup qui vont sortir. Mais si vous avez été touché par certains, voilà. Celui de Christelle Petit-Colin, moi, il m'a moins touché parce que je trouve elle s'éloignait un petit, enfin, elle s'éloignait. Elle parlait surtout d'hypersensibilité. Il y a quelque chose qui m'a pas plu dans son livre, c'est qu'elle disait que c'était pas la peine d'aller faire des tests. Oui. C'est ça qui m'a heurtée et qui a fait que je l'ai pas mis en priorité. Voilà. Ce que tu dis là, Magali, c'est très juste. Hein. C'est-à-dire que vous allez découvrir, ou peut-être vous le constatez déjà, hein, dans le cadre de la précocité intellectuelle, on entend de tout et de n'importe quoi. Et c'est un petit peu ce que j'allais vous expliquer, Caroline, c'est qu'il y a les livres d'entrée, grand public, voilà, Ouais. vous donnent parce que c'est une petite clé d'entrée. Et puis après, en tant que thérapeute, l'objectif, c'est de recadrer. Voilà. Dans le fait qu'il y a quand même des généralités. Et l'écueil, c'est que c'est quand même des psychologues qui ont généralisé ce qu'ils ont vu au sein de leur cabinet, c'est-à-dire des HPI, oui, psychologie et au potentiel, exactement. Mais merci Isabelle, ce livre est très bien. Ben voilà, j'allais vous le montrer. Exactement. Celui-là, si vous voulez vraiment, pour tout ce qui est recherche, où on est la recherche, c'est un bijou, quoi. C'est un Vraiment. bijou. Oui, tout à fait. Et ça va être important du coup, une fois que les patients ont pris contact par des conférences, alors comme Isabelle, tu le disais, et j'allais le nommer au moment où tu l'as posé, merci, mais voilà, on va avoir les conférences de Nathalie Asten sur Oui. les Ah douances, oui. des conférences qui sont faites par des associations, notamment la FEP. Bref, il y a vraiment de quoi se renseigner. Mais votre rôle, en tout cas, il me semble, moi, en tant que thérapeute, c'est qu'à un moment donné, on recadre sur la différence entre l'hypersensibilité, le haut potentiel, les hauts potentiels qui sont hypersensibles, les hauts potentiels avec des profils complexes. Et du coup, pour vous, ça va être vraiment important d'affiner, d'avoir aussi ces connaissances-là au fur et à mesure. Mais voilà un peu les clés d'entrée pour répondre à votre question large, Caroline. Est-ce qu'on a répondu à vos questions? Oui. Super. J'ai juste une petite question toujours en rapport avec ça. On m'a parlé à plusieurs reprises d'un site internet de vulgarisation qui s'appelle Zatipi. Est-ce que vous connaissez et qu'est-ce que vous en pensez? Alors, Zatipi, je ne sais pas si c'est par... Alors, c'est pas que pour les HPI, c'est pour toutes les atypies. Ouais. Non, je crois que je confonds avec le site Zèbre et Asperger. Non, je ne connais pas celui-là. Oui, je crois que j'ai vu passer ça, mais je ne peux pas en parler. Je n'ai pas suffisamment regardé de quoi il s'agissait, mais je vais le noter, je le regarderai. Zatipi, c'est Z. Avec un Z, ouais, Z-A-Tipi, tout à fait. Alors, bien sûr, on n'en a pas reparlé là tout de suite parce qu'on en a parlé la dernière fois, qu'on en parle tout le temps, mais il y a le congrès d'Ouance, je le redis parce que c'est excellent et Isabelle le souligne. Ce congrès d'Ouance, il est précieux, il existe une fois par an et ça vient de se terminer. Vous avez depuis 6 ans, une fois par an, une semaine de conférences avec 2 conférences par jour en accès libre pendant 24 heures et des conférences avec vraiment… Qu'est-ce que tu dis, Emmanuel?
Je dis merci à Isabelle qui donne Oui, les oui, références. oui, oui, parce que ça devient tellement évident pour nous qu'on n'en parle plus, mais on l'a cité, on en a parlé lors de la première conférence de la dernière fois. Oui, Emmanuel et moi avons participé en tant qu'oratrice à cet événement et c'est chaque fois une super aventure. Et il y a vraiment beaucoup, beaucoup de sujets qui sont abordés par des gens qui sont dans des pratiques différentes, avec des expériences différentes. Et c'est vraiment très riche, et aussi bien pour les atypiques que pour les professionnels. Voilà, donc ça, c'est vraiment la référence incontournable, Nathalie Elsten, qui a d'ailleurs écrit aussi Les émotifs talentueux, E.T., émotifs talentueux, c'est très bien trouvé. Ça aussi, ça fait partie des livres qui peuvent vous intéresser, mais c'est peut-être plus pour les atypiques que pour les professionnels, hein, je dirais. Voilà. Donc ça, et puis effectivement les associations nationales, la FEP, il y en a d'autres, je ne les connais pas toutes, il y a Tout Précocité, il y a je ne sais plus, mais dans toutes les régions il y en a, et il y a des associations nationales, donc la ressource on peut en trouver. Mais par contre, pour poursuivre sur ce sujet-là, Caroline, nous nous sommes sentis limités, Emmanuel et moi on en a souvent parlé, quand on a cherché à se former et qu'on a trouvé des formations, on ne trouvait pas dans les formations beaucoup plus que ce qu'on trouvait dans les livres et les conférences. Et c'est ça qui nous a manqué, et c'est là-dessus que nous, on a travaillé pour proposer un programme de formation dans lequel on va parler vraiment pratique, on va parler étude de cas, on va parler posture, on va parler adaptation, on va vraiment aller dans quelque chose qui est de notre pratique quotidienne. Et ça, moi, je m'en suis rendu compte notamment en supervision. Chaque fois que j'allais en supervision et que j'amenais des cas dont je voulais parler avec des profils atypiques, c'était pas évident parce que non, mais on va faire pareil avec eux qu'avec d'autres. Et non, pas toujours, pas tout à fait. On peut pas dire ça. On peut pas dire qu'on fait pareil avec eux. On va faire pareil, d'accord, dans notre posture, mais il faut quand même tenir compte des réactions qui sont différentes et savoir comment naviguer et comment réagir. Donc, tout ça nous a amené à penser qu'effectivement, il manquait beaucoup de choses en termes de pratique, en termes de clinique, en termes d'accompagnement de nos postures, hein, que ce soit en supervision ou en formation, de comment on fait avec ces gens-là, comment on fait avec ce public-là pour être à l'aise. D'ailleurs, je rebondis sur ce que tu viens de dire, Magali, parce que j'ai les questions. Alors, promis, Oui. Nathalie, on prend votre question. Mais du coup, ce que tu es en train de dire, Magali, vraiment est dans la continuité de ce qu'Aurélien a posé. Oui. Je lis la question d'Aurélien. Je suis coach en accompagnement des trajectoires professionnelles, consultant en bilan de compétences. Je reçois beaucoup de personnes HPI ou avec un fonctionnement apparenté, souvent par hasard. Je suis parfois, entre guillemets, persécutée. Je ne trouve pas de superviseur. Percuté, pardon. Persécuté, ça arrive aussi parfois. Je ne trouve pas de superviseur adapté qui m'amènerait à mieux accompagner les personnes. Est-ce indispensable? Comment? Sinon, procéder. Donc, tu vois, on est dans cette question-là. Oui. Sur les tests, avez-vous des contacts qui proposeraient la passation des tests HPI en distanciel? Ça, c'est toi qui répondras, Emmanuel. Ok. Je ne peux pas mettre le micro. Ok. Ok, donc du coup, pour la continuité, en fait, pour répondre, en tout cas, à ma connaissance, je ne connais pas de superviseur spécialisé pour l'instant en fonctionnement HPI. Après, c'est des choses effectivement que Magali et moi, on commence à faire. Voilà. Ok, et qu'on fait de manière naturellement, c'est pour ça qu'on va faire de la formation, parce que, en tout cas, ça fait plus de 2 ans que toi et moi, on se retrouve avec des professionnels qui nous demandent à être supervisés dans leur pratique. Mais bon, après, j'en connais malheureusement pas plus. Et oui, alors est-ce indispensable? Je ne pense pas que si dans votre patientèle, vous avez que 20% d'HPI, ce soit indispensable maintenant. Si comme ce fut le cas pour moi et que ça l'est encore, plus de 80% de votre patientèle est HPI, oui, finalement, ça devient indispensable. Moi, je sais que la superviseuse que j'ai, c'est une des rares qui connaissent très bien les HPI et je suis vraiment heureuse parce que celle que j'avais avant, lorsque je lui disais sur un burn-out en 1 an, voilà comment on arrive à faire la sortie de burn-out. Elle me disait, c'est impossible, on ne fait pas ça avec un HPI. Ou quand on était en thérapie et que je disais, en 6 mois, on a fait tout ça, elle me disait, mais non, c'est pas gérable. Ou même quand je pratique avec des ados HPI, d'accord? Donc, effectivement, ça demande en tout cas au superviseur ou à la superviseuse de comprendre ces profils et de comment en fait vous accompagner dans ce que ça vient résonner aussi. Après, pour les tests,
Je vous le dis direct, c'est impossible de passer les tests d'efficience intellectuelle en distanciel. C'est des tests qui font partie de l'échelle de Wechsler. C'est une batterie de tests où on va avoir une partie qui se fait en manuel et ça se fait vraiment en présentiel parce que pour le psychologue qui va faire passer le test, en tout cas moi c'est vraiment ça, on va s'appuyer énormément sur les stratégies et sur l'implicite. On va observer aussi les signes de stress. On va observer beaucoup, beaucoup de choses qui vont nous donner beaucoup d'éléments au-delà de l'aspect quantitatif du test. Donc, c'est impossible de le passer en distanciel. Voilà. C'est clair. Et pour terminer sur la supervision, tu évoquais ça, bien souvent, je crois que je le disais la dernière fois aussi, moi je me suis retrouvée ces dernières années dans mes supervisions avec des personnes qui ne connaissaient pas les HPI et où je me retrouvais moi superviseur pour mes copines et copains qui avaient besoin d'un avis parce qu'ils avaient dans leur clientèle des HPI. Étant donné que moi j'ai quasiment que des HPI dans ma clientèle, j'avais toujours des cas comme ça. Et c'est là que je me suis rendu compte aussi qu'il y avait vraiment un besoin autour de ça parce que même quand on en a peu, c'est quand même un éclairage et mes collègues étaient contents d'avoir un retour sur « Ah ben oui, c'est vrai, mais ça, ah, il fonctionne comme ça, ah oui ». Donc, il y a vraiment un réel besoin et je rejoins Emmanuel qui dit que si on en a un ou deux dans sa clientèle, bon, c'est pas indispensable d'avoir une supervision, sauf si vous êtes en difficulté à un moment donné, peut-être il faut trouver une solution. Mais en tout cas, quand on a une clientèle constituée essentiellement de HPI, oui, il faut avoir une supervision avec des gens qui sont spécialisés. Pour moi, c'est sûr. Alors, Nathalie, ça y est, enfin, on va prendre votre question. Nathalie, moi, je ne vois pas toutes les questions, mais je vais retrouver. Tout en haut, c'est une des premières. Ok, d'accord. Donc, vous vous interrogez sur l'accompagnement de vos élèves qui sont à la fois HPI, EDIS ou anxieux ou avec des TSA. La littérature plaide pour dire qu'il convient d'adapter ces pratiques à ces profils particuliers, mais explique peu comment. Et où placer le curseur entre l'aide qui peut être de mon ressort et celle qui relève du psy, de l'orthophoniste? C'est une super question. Ouais. Si je peux intervenir à l'oral, oui, parce que en général, les élèves qui sont en difficulté scolaire, c'est parce qu'ils ont d'autres difficultés à côté. Les HPI ordinaires, en général, ils n'ont pas de problème scolaire, donc je ne les vois pas. On trouve, en cherchant bien, on trouve beaucoup de choses sur le HPI, on trouve beaucoup de choses sur les troubles 10, on trouve beaucoup de choses sur les troubles pris séparément. Par contre, quand ça commence à se mêler, et là, on se retrouve très, très rapidement très démunis. Voilà, avec en plus le fait que je ne suis pas thérapeute et donc il faut que je reste à ma place moi aussi. Et cette place, elle n'est pas si facile que ça à trouver. Voilà, donc je suis à la recherche de toutes les pistes qui pourraient m'aider à avancer. Et après, j'ai une question beaucoup plus concrète. C'est la formation que vous proposez. Là, vous parlez de supervision, tout ça. Finalement, est-ce qu'elle peut m'intéresser moi aussi, sachant que je ne suis pas thérapeute? Ou est-ce que c'est vraiment une formation qui est réservée à ceux qui sont thérapeutes? Je pense, moi je dirais que ça peut effectivement, ça va être peut-être plus complet que ce dont vous avez besoin, mais vous y trouverez en tout cas tout ce dont vous avez besoin, si le sujet vous intéresse. Ouais, je suis d'accord avec toi, Magali, avec de toute manière le fait, Nathalie, que ça fait partie d'un des projets qu'on a avec Magali, mais qui va naître pour l'année 2022, hein, Voilà. d'avoir quelque chose de plus spécialisé pour les enseignants. Parce que, comme vous l'avez posé à juste titre, donc moi je suis psy, certes, mais j'ai plein de casquettes, notamment la psychologie cognitive, les neurosciences qui me passionnent beaucoup. Et du coup, pendant cet accompagnement depuis une quinzaine d'années avec les HPI, moi j'ai beaucoup travaillé avec les enfants et les adolescents notamment, et j'ai outrepassé ma casquette de psychologue traditionnelle et j'ai fait beaucoup d'accompagnement méthodologique, d'apprentissage, de stratégie d'apprentissage. Donc du coup, c'est un volet que je connais bien, mais qui intéresse peut-être pas forcément l'ensemble des thérapeutes. Donc, c'est pas forcément quelque chose c'est pas un module à part entière qu'on a fait dans la formation. Ça aurait pu être effectivement intéressant, mais ça aurait été peut-être un peu rébarbatif pour l'ensemble des thérapeutes qui ne se spécialisent pas peut-être dans la méthodologie. Maintenant, ce que vous avez posé comme question, elle est hyper importante.
et elle concerne, j'ai envie de dire, l'ensemble de la profession des enseignants. Mais pour vous, parce que j'ai entendu que c'était dans le privé, je crois que la première chose à faire, c'est reposer le cadre, en fait, de quelle est ma fiche de poste. Voilà. C'est bête, mais c'est un petit peu, je pense, l'essentiel. C'est-à-dire, qu'est-ce qu'on me demande? Où est mon cadre? Et à partir de ça, qu'est-ce qui, moi, m'intéresse à aller dépasser ce cadre? C'est-à-dire, qu'est-ce que j'ai envie? Parce que ça, franchement, ça m'intéresse et que j'ai envie et que je suis curieuse et que voilà. Et là, déjà, ça va peut-être vous reguider, vous recentrer pour éviter de trop vous disperser et à un moment donné, de vous sentir noyé ou peut-être victime aussi d'une situation. Après, où placer le curseur entre l'aide qui est de votre ressort et celle du psy ou de l'orthophoniste? Je crois que le curseur, il se place, encore une fois, une par la connaissance et deux par la connaissance de vous-même. Et ça, c'est vraiment quelque chose qu'on travaille dans la formation. C'est-à-dire que tous les thérapeutes ici présents ont exactement la même question. Où je place mon curseur en tant que psy et où tout d'un coup, je sens que je passe ce relais à quelqu'un d'autre parce que, quand bien même j'aurai les compétences, ok, je sens que là, ce n'est pas à moi de le faire. Par exemple, moi, j'ai plein de casquettes comme Magali, d'accord. J'ai fait de la sophrologie, je fais de l'hypnose, voilà, je fais plein de trucs, mais je ne peux pas tout faire. Je fais de l'énergétique, je fais des massages, voilà, plein de bidouilles partout là. Mais avec des patients, à des moments, je sens que là, ok, il faut qu'ils aillent voir une sophrologue parce que je ne peux pas tout faire dans ma séance et que mon cadre à moi, c'est un travail avec un objectif qu'on s'est mis, d'accord. Et je sens qu'à ce moment-là, on doit basculer dans le pluridisciplinaire. Ça, c'est vraiment se connaître soi dans sa limite, dans ce qu'on va poser aussi dans le contrat, entre guillemets, avec le patient ou avec la personne ou l'enfant. Et puis après, il y a vraiment le connaître, comme on le posait un peu au départ, vraiment connaître les profils HPI, les profils justement que vous avez posés, avec des 10, sans des 10, des TSA, etc. et tout. Et savoir vers qui on doit orienter pour les hypothèses de travail. C'est-à-dire qu'effectivement, quand on voit qu'un HPI, il galère un peu quand même à écrire, OK, on a une hypothèse qui arrive, hypothèse peut-être d'une dysgraphie, hypothèse peut-être d'une dyspraxie visuomotrice. Là, on sait qu'on va voir 2-3 professionnels, neuropsychologues, psychomotes et ou graphothérapeutes. D'accord? Du coup, c'est vraiment avoir cette grille, j'ai envie de dire, comme une grille qui est toute faite comme ça et où finalement, en tant que thérapeute, on est assez soulagé parce qu'on sait vers qui on doit orienter. Pareil, quand on a des problèmes, comme vous l'avez posé, de TSA, bah, c'est pareil, on va aller regarder vers qui, vers quoi, qu'est-ce qui va être adapté. C'est ça qui me semble important. Je ne sais pas si j'ai répondu à votre question. Oui. Alors, c'est vrai que dans le cadre de ma pratique, le cadre, étant donné que j'interviens, je donne des cours particuliers avec réussite, hein, je sais que vous les connaissez. D'accord, ok, oui. Comme on intervient au domicile des élèves, le cadre n'est pas évident à poser en fait. Ouais. Parce que à la fois on est professeur, mais en même temps on intervient dans un cadre qui est très intime. Ouais. Et on peut devenir même presque un membre de la famille. Et c'est très très compliqué de dire à un moment donné, bon bah là non, c'est pas, voilà, là ça je vais pas pouvoir m'en occuper, c'est pas à moi, je suis pas compétente. Sachant qu'on a la personne en face qui demande de l'aide. Eh oui. C'est compliqué, mais ça nécessite effectivement de savoir où sont ses limites. Ouais. C'est pas impossible. Hein, et c'est peut-être là-dessus qu'on peut travailler. Effectivement, tout est là. Hein, c'est jusqu'où ça va, quelle est ma place et jusqu'où je peux accompagner et comment je borde tout ça, comment je pose les limites, parce qu'on sait bien que ces publics-là ont besoin de vraiment définir les limites et sentir les limites. Et donc, justement, ça rejoint justement ce qu'on disait tout à l'heure dans l'une des clés essentielles qu'on abordait, de commencer entre nous. Quand on a un public qui est en difficulté avec les limites et qu'on est soi-même concerné avec cette vigilance nécessaire de respecter les limites, c'est encore plus dur. C'est peut-être ça que vous rencontrez, hein, Nathalie. Tout à fait. Voilà. Donc, ça fait partie des choses qu'on va travailler dans notre formation, justement. C'est en ça que je dis, vous aurez peut-être plus, mais en tout cas, il y aura ces éléments-là. D'accord, Okay. merci. Avec plaisir. Merci Alix Isabelle, pardon, pour la référence de Sandrine Boiselle, effectivement.
dans les formations canapé. Ah oui, oui, je vois. Ouais, Merci. super. Bon, est-ce que vous avez d'autres questions? D'autres questions? D'autres sujets à aborder? Qu'est-ce que j'avais aussi? Ah oui, j'avais une autre question par mail. Qu'est-ce qui fait que les profils HP complexes, selon Fanny Nussbaum, dans le livre des phylocognitifs, pour ceux qui ne connaissent pas, il y a les complexes et les laminaires. Et c'est en fait une façon de distinguer les profils homogènes des profils hétérogènes. Donc, Emmanuel l'expliquera encore mieux que moi, c'est-à-dire les profils où il y a des 10 ou des troubles et ceux qui n'ont pas de troubles associés. En général, c'est à peu près ça, je crois. Donc, la question, c'est qu'est-ce qui fait que ces profils HP complexes ont un contact relationnel qui peut être rugueux, brusque, voire agressif? Je veux bien apporter un début de réponse. Vas-y. Alors, ces profils dits complexes, pour cette question sur le contact rugueux, brusque ou agressif, c'est qu'en fait, ces profils-là, ils sont le vrai feu d'artifice. Ça part dans tous les sens, c'est vif, c'est dynamique, c'est vivant, c'est ouf. Et en fait, ces profils-là, bien souvent, si j'imagine ce que vous voulez dire par cette question-là, c'est quand ils arrivent au contact, c'est un petit peu, alors nous, François, ça va te parler, en Gestalt, on parle de pré-contact, de plein contact, de post-contact. Il n'y a pas de pré-contact avec ces gens-là. Avec ces profils-là, il n'y a pas de pré-contact. C'est-à-dire qu'on est tout de suite au fait de la situation. Je peux vous donner un exemple, si vous voulez, parce que c'est un truc qui m'a marqué une fois. J'ai un ami qui est bien HPI, on va dire, et avec qui j'ai des contacts réguliers, on s'occupe ensemble d'une association, et donc un jour, il me téléphone, et puis on parle d'un sujet pour l'association. Alors tu sais, il y avait une question à aborder, il va falloir faire ça, oui, mais alors comment on fait pour ce dossier-là? Est-ce qu'on fait ça? Est-ce qu'on fait ça? Et donc on était vraiment sur un questionnement. Bon, et le temps se passe, les jours se passent, et puis, je sais pas, 15 jours plus tard, il arrive à la maison, parce qu'on avait rendez-vous avec des amis, et il arrive. Et avant même d'avoir dit bonjour, d'avoir dit quoi que ce soit, il y avait ma famille, mon mari, les amis qui étaient là. Alors Magali, j'ai trouvé, tu sais, la réponse à la question qu'on s'est posée. Alors, il va falloir qu'on fasse comme ça. Ouf, waouh, qu'est-ce qui se passe là? Et ben voilà, j'ai trouvé cet exemple tellement flagrant, tellement illustrant, tellement ça que je l'ai gardé. Je le dis souvent, je l'utilise souvent. En fait, lui, il ne se rend pas compte dans quoi il est. Lui, il se dit, je vais voir Magali. La dernière fois que j'ai vu Magali, on a parlé de ça, donc je me reconnecte à ça. Donc j'ouvre la porte, je vois Magali. Magali, je lui dis ça. Il n'y a pas il y a rien d'autre entre temps parce que il va très très vite dans sa tête. Il a suivi le fil de la dernière fois. On a parlé de ça et c'est ça. Et il va faire abstraction de tout ce qui se passe autour, de l'environnement, des gens qui sont là, à qui il faut dire bonjour. Et c'est pas méchant. Et c'est pas dirigé. Et c'est pas conscient. C'est, voilà, pour eux, c'est cha-cha-cha. Ça vient pas pour autant qu'il est Asperger. Non. Voilà, non mais je précise quand même, c'est important. Voilà. C'est vrai, tu as raison. C'est pas pour autant qu'il est Asperger. Ça pourrait y ressembler, mais il n'est pas Asperger. Et donc, et ben voilà, ces profils-là, c'est pas qu'ils sont rugueux ou agressifs, ça peut paraître agressif, d'où l'intérêt de connaître ces profils. Parce que quand on le sait, on peut en sourire, on peut l'accueillir, alors que quand on ne sait pas, on va prendre ça pour de l'agression, on va prendre ça pour mais ça va pas, mais comment il est celui-là, mais il n'est pas bien, mais il va pas bien, mais c'est quoi, on va mal réagir, on va mal comprendre. D'où, moi, mon combat, s'il en est un, de faire connaître le plus possible ces profils autour de nous, parce que bien souvent, ça peut complètement court-circuiter les relations, ça peut faire exploser des relations, alors qu'on ne s'est pas compris et qu'au départ… Alors moi, vous voyez, l'ami en question dont je vous parle, je le connais suffisamment pour le lui avoir dit. Et donc, je l'ai pris à part et je lui ai dit, non, attends, écoute, là, non, tu vois, tu as fait comme ça, mais tu sais, regarde, il y a un tel qui est là, il y a un tel qui est là, on va d'abord boire l'apéro, puis on parlera de ça plus tard, si tu veux, d'accord? Et il a compris, il en sourit et il s'en est rendu compte. Mais il y a des gens qui ne peuvent pas recevoir ça et selon les contextes, ça peut faire des dégâts. Ça crée des climats relationnels un peu particuliers. Donc voilà, je ne sais pas si ça répond à la question, mais voilà. Après, je reprendrai bien la question parce que juste déjà pour la forme et après dans le fond,
Parce que dans la forme, je ne suis pas sûre qu'on puisse généraliser. Oui, Que ce soit les HPI avec des 10 qui ont cette entrée relationnelle. non. Donc ça, c'est vraiment important de le recadrer. Et puis, c'est effectivement pas tous les HPI qui ont cette relation. Et dans l'exemple que tu donnes, Magali, je crois que cet exemple, par contre, illustre une particularité de certains HPI, qui sont des HPI que moi j'appelle dissociés, parce qu'ils ont grandi dans leur tête et sont très peu en lien avec le monde des sensations, le monde de l'émotion et surtout leur corps, d'accord, leur corps ressentant, leur corps vivant. Ce qui fait que, comme tu le poses dans cet exemple brillamment, c'est des personnes qui, effectivement, quand ils arrivent, ils connectent, mais ils connectent là-haut, dans le monde des idées, en cérébral, en faisant tac, 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 hop. Et en fait, ils ont oublié de regarder ce qui se passait dans les sensations, dans les émotions, dans l'interaction, en fait. Et ce qui est intéressant, du coup, de pouvoir accueillir ce type de profil particulier chez certains HPI, ce n'est pas tous les HPI. D'ailleurs, par exemple, Magali, tu le vois bien, parce qu'il y a quelque chose qui me fascine, et c'est pour ça que j'adore travailler avec toi, c'est que tu as et tu en as fait ton travail, mais tu as une aisance relationnelle qui, moi, me stupéfait, que je n'ai pas du tout, d'accord? Je suis obligée de travailler mes compétences émotionnelles et relationnelles. Pas que je sois Asperger du tout, loin de là, mais je n'ai pas cette aisance que tu as, cette connexion, cette capacité, d'accord, relationnelle. Eh bien, c'est aussi important en tant que thérapeute de le comprendre, de le voir, parce que ça va vous permettre d'aller regarder des livres. Notamment, il y en a un dernier, là, je crois, de Petit Colin, qui est sorti sur Oui, comprendre les codes sociaux. Alors, oui, je ne l'ai pas terminé, j'ai donc pas les je ne peux codes. pas vous dire si ça, je n'ai pas les codes. Je ne sais pas s'il est bien ou pas. Je l'ai J'ai pas lu commencé encore. parmi mes 15 autres bouquins, donc je ne sais pas, je l'aurais peut-être terminé dans un mois. Mais, euh, mais en tout cas, ce qui est important, c'est qu'en tant que thérapeute, vous allez être amené, c'est pour ça qu'on parle des profils HPI, ce n'est pas si simple que ça, parfois, à devoir faire du réapprentissage relationnel et du décodage social et relationnel. Mmh. Et ça peut paraître un peu aberrant, déconcertant pour des personnes, pour des thérapeutes, mais c'est des personnes, ça fera partie de leur thérapie pour mieux se sentir avec les autres. Parce que généralement, ces personnes vivent en fait une souffrance Ouais. dans la relation, avec des blessures de rejet, des blessures d'abandon, plein de rejets, plein de blessures différentes. Mais pour les travailler, au-delà de l'aspect de la guérison et du soin, à un moment donné, il y a à travailler les comportements. C'est peut-être plus la cognitiviste en moi qui parle, mais ça me paraît important de le poser. Et ça m'amène à un autre exemple justement qui l'illustre aussi, c'est comment, j'ai l'exemple d'une personne qui n'aime pas les protocoles et très souvent on trouve des HPI qui n'aiment pas les protocoles. J'entends par protocole la façon, les codes justement, de comment on se dit bonjour, serrer la main, faire la bise, prendre contact avec les gens qui sont là quand on arrive. Les HPI, il y en a beaucoup qui n'aiment pas ces phases-là. C'est bon, on peut s'en passer, on se connecte tout de suite et puis c'est bon. Et donc ça fait partie des choses à connaître et des choses à nommer, à évoquer avec eux parce que la plupart du temps, ils ne le disent pas, ils ne le nomment même pas eux-mêmes. Entre eux et eux, ils n'ont pas la conscience qu'ils ont cette difficulté. Ils font comme si, ils se soumettent et ils ne se rendent pas compte à quel point ça leur demande de l'énergie. Et comment on peut leur apprendre par nos postures, si on a vraiment la conscience de cette façon de faire, comment on peut les aider à dire, mais il suffit de le nommer. Si c'est lourd pour toi de dire bonjour, de serrer la main ou d'aller faire la bise, eh ben, tu fais savoir aux gens que tu contactes que tu n'aimes pas trop ça, tu trouves une autre formule, tu le dis, et là, ils sont non seulement à l'aise avec eux, mais en plus, ils vont créer des relations plus saines avec les autres qui pourront les comprendre. Bien souvent, il suffit de dire les choses, quoi. Voilà. Bien sûr. Et je dis au revoir à Aurélien. Merci beaucoup d'avoir Au assisté revoir à la Aurélien. conférence. Donc, je pense que Magali vous enverra peut-être un mail pour tout vous donner. Oui, si vous voulez, Aurélien, si vous voulez aussi le lien de l'enregistrement, je pourrais vous l'envoyer. Mais oui, pour rebondir sur ce que tu dis, ça fait partie des choses aussi qu'on a besoin de donner et de transmettre avec Magali. C'est-à-dire que moi, j'ai toujours été étonnée de voir le nombre de patients qui avouent avoir et éprouver une anxiété énorme à tout calculer. C'est-à-dire des gens qui calculent que, alors attends, ils vont à une fête, Ouais. j'ai même des copains connus, Ouais. et il faut qu'ils arrivent au milieu, pas avant, parce que sinon, on va faire la bise, et pas à la fin, parce que sinon, là, l'horreur, ils vont faire la bise à tout le monde. Enfin, ils se mettent dans des
situation anxieuse au niveau social qui est assez hallucinante. Et ça, c'est important aussi en tant que thérapeute à comprendre, à voir, à comprendre qu'est-ce qui se joue derrière pour les accompagner au-delà parfois même du raisonnable. C'est-à-dire que juste le raisonnable de communique, non, c'est tout un réapprentissage de vraie communication. Il y a un travail de fond là-dessus qui est important. C'est pour ça que dans notre programme de formation, on donne à la fois des points théoriques tels qu'on les a vus, des points qu'on peut retrouver dans des ouvrages et que vous avez déjà entendus de part et d'autre, mais on va aller dans le fond de qu'est-ce qu'on en fait. Qu'est-ce qu'on en fait de ces éléments-là, comment on se positionne avec ça et comment on va les aider, ces publics-là, à en faire quelque chose pour eux, à les conscientiser déjà, parce que c'est déjà un grand travail d'avoir conscience de comment on fonctionne, de se rendre compte que, ah bah oui, tiens, finalement, quand j'allais à des fêtes à une époque, je cherchais la porte de sortie pour pouvoir m'échapper, ou j'en ai même une qui m'a dit qu'elle avait fait le mur pour pouvoir partir parce qu'elle supportait plus le monde qu'il y avait. Et à cette époque-là, elle ne savait pas qu'elle avait ce profil-là et aujourd'hui, elle en rit et elle se l'approprie. Et c'est ça notre travail, c'est de les amener à mieux comprendre qui ils sont, OK, faire la liste de toutes ces caractéristiques, mais aussi de savoir, nous, par nos postures en thérapie et en accompagnant ou les professionnels de santé, quoi en faire et comment les aider à s'approprier leur profil pour être mieux et pouvoir s'épanouir avec leurs différences. Bien sûr, bien sûr. Peut-être, si vous voulez, on peut vous montrer le contenu du programme. Je ne sais pas si ça vous dit. Je suis en train de regarder si j'ai le… Vous voulez voir? Mais est-ce que vous avez d'autres questions avant que peut-être, parce qu'il est 21h, mais voilà. J'ai mis le lien dans le chat. Voilà. Ça, c'est le lien qui vous Caroline. sur la page. Caroline. Pardon, oui. J'ai de nouveau une question en rapport avec ce que vous venez de dire là sur les compétences sociales, on va dire. Oui. Il y a quelque temps, j'avais vu un micro-reportage sur l'autisme chez les femmes qui est très mal détecté. Et cette personne qui était elle-même autiste et qui était une femme expliquait qu'il y avait deux raisons principales. L'une qui était que les obsessions chez les petites filles étaient, par les dictats de la société, etc., considérées comme normales. Donc, du coup, on ne les détectait pas comme des obsessions. Genre, une petite fille qui est à fond sur les chevaux, c'est normal, c'est une petite fille. Voilà, pour le cliché. Et la deuxième chose, c'était qu'elles avaient une meilleure capacité à mimer les compétences sociales, c'est-à-dire à faire semblant, en fait, à voir autour d'elles, bon, alors les gens, quand ils sont en société, ils font comme ci, comme ci, comme ça, donc je vais copier. Et quand quelqu'un fait une blague, tout le monde rigole, ah bah je vais rigoler aussi. Alors que en fait, ça la faisait pas rire, mais elle voyait que les gens rigolaient, donc elle rigolait. Et je me demandais du coup si vous aviez constaté ce même type de phénomène chez les HPI, c'est-à-dire est-ce que les femmes font mieux semblant que les hommes sur les compétences sociales, en gros. Je ne sais pas si c'est très clair ce que je raconte, mais voilà. C'est plus féminin que masculin, c'est ça? Bah oui, que les femmes ont visiblement plus la capacité à mimer les codes sociaux, en fait, sans forcément y adhérer, mais à observer autour d'elles et à faire pareil pour faire pareil, quoi. Sans forcément le ressentir, en fait. Alors, je ne sais pas si… Voilà, bon. Je ne sais pas si vous avez compris quelque chose à ma question, mais… Si on a compris. C'est une histoire de faux self, en fait. On pourrait dire ça comme ça. Ouais, oui. Il y a une histoire de faire d'être en représentation, en fait. C'est ça. Alors, la question, c'est est-ce que c'est plus féminin que masculin, c'est ça? La question, c'est est-ce que vous avez constaté ça aussi dans la patientèle HPI, cette capacité à faire semblant, en fait, dans les codes sociaux? Indéniablement, oui. Moi, je réponds à ça, oui.
C'est très, très présent chez ces profils-là. C'est d'ailleurs, je crois, l'essentiel du travail qu'on peut les aider à faire, hein, de sortir du faux self. Le faux self, il en faut une dose parce que ça peut servir, mais il faut apprendre aussi à sortir du faux self et à ne pas y être trop plongé. Et leur capacité donc à mimer les codes et même inconsciemment, et d'ailleurs surtout inconsciemment, est très, très, très présente. Et j'aurais tendance à dire que c'est peut-être plus féminin que masculin, mais je ne sais pas ce que tu en penses, Emmanuel. En fait, le constat que tu as posé, je partage complètement le constat. C'est-à-dire que c'est systématique. Ouais. Chez toutes les femmes, les filles, les petites filles HPI, il y a une hyper-adaptabilité aux codes sociaux qui est quand même juste époustouflante, contrairement aux garçons. Et ça, je pourrais vous donner de multiples exemples. Ouais. Maintenant, est-ce que c'est une spécificité des filles d'un point de vue neurologique? J'en sais rien. Maintenant, ce qui est clair, c'est que étude à l'appui, notamment en psychologie sociale, qui a été faite sur la manière dont on éduque les petites filles et les petits garçons, et ça a commencé dès bébé, ok, qu'on le veuille ou non. Et puis, on le voit à la maternelle, hein, quand bien même on a de sacrées différences. Et moi, je vois au cabinet, hein, un petit garçon de 2 ans, il peut me retourner la baraque. Les parents ils font « Oh, vous savez ce que c'est, un garçon ?» À 2 ans, la petite fille, elle me fait ça, elle se retrouve entre les deux parents, la tétine dans la bouche ou nana, et être toute gentille et toute bien assise. Mais oui, ça, on l'observe. Moi, j'ai vu des parents qui ont testé des fratries dont il y avait la petite fille. La petite fille, je voyais aux yeux que c'était très clair qu'elle avait bien l'air HPI, celle-là, mais comme elle était toute sage, toute proprette, que ça faisait pas de vagues à l'école, qu'elle était bonne à l'école, qu'elle jouait au Barbie, qu'elle était comme les autres petites filles et qu'elle aimait les licornes et les paillettes, eh bien, on ne voyait pas le problème, contrairement aux deux frangins qui, eux, étaient des vrais diablotins, foutaient un bordel pas possible, on remarquait qu'ils avaient des problèmes à l'école. Et quand j'ai soumis la question aux parents, les parents m'ont rayonné en me disant « Non, mais elle ne peut pas être HPI ». Et puis, 1 an plus tard, ils sont venus. Effectivement, elle était bien HPI, la gamine. Et ça, des exemples comme ça, on en a tous des tonnes. Le livre justement de Kermadec aussi est bien fait, en fait, pour expliquer Oui. ça. Et maintenant, pour revenir sur les spécificités concernant le fonctionnement Asperger au féminin, oui, c'est une réalité. Maintenant, voilà, c'est comme on l'a déjà posé dans la conférence précédente et ça va faire partie aussi dans la formation, c'est hyper important pour nous tous en tant que psy, en tant que thérapeute et en tant qu'accompagnant de vraiment comprendre la différence des profils Asperger et des profils HPI et notamment des HPI dissociés parce que moi, c'est systématique quand j'ai des patients HPI dissociés, c'est-à-dire qu'ils ne sont pas connectés à leurs émotions et à leurs ressentis à cause de traumatismes ou à cause de s'être développés tout simplement identifié dans les pensées, de dire en fait, oh, j'ai fait un test sur Internet Asperger, j'ai 75%, 80% de réponses, je suis Asperger. Ah non, 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 ça ne se passe pas comme ça. Donc voilà, ça va être important de comprendre les subtilités. Mais est-ce que du coup, on a répondu à votre question, Caroline? Oui, oui, oui. Ouais, Merci. Florian qui parle du don d'invisibilité, oui. Don d'invisibilité. Et Isabelle qui disait c'est le problème des sous-entendus, les métaphores, le langage du second degré, l'humour, c'est plus compliqué. Ouais, c'est C'est clair. vrai. C'est ce qui fait la beauté. Et ça, c'est aussi une des choses importantes. Alors, il n'y a pas les questions, mais ça, c'est un petit peu mon dada aussi. C'est que les profils HPI ont quelque chose d'important, c'est la pensée complexe. Et justement, en tant que thérapeute, c'est important et accompagnant de saisir ce qu'est la pensée complexe. Oui. Et comment on travaille avec la pensée complexe. Voilà, complexe ne veut pas dire compliqué. Et du coup, souvent, c'est une vraie révélation quand on leur donne cette phrase en expliquant que voilà, avoir une pensée complexe, ça ne veut pas dire compliqué, alors que justement, ils reçoivent tout le temps ce truc « Ah, t'es trop compliqué. Oh, tu vas trop loin. » Bref, toutes ces petites choses. Voilà. Bon, on pourrait parler des heures et des heures, même s'il n'y a pas de questions. En fait. Elisabeth a une question. Ah, Elisabeth. Il faut que tu mettes ton micro. Ah, il faut mettre le micro, Elisabeth. Voilà, ça va être mieux. Oui, c'est mieux. Voilà. Donc, en fait, je voulais rebondir un petit peu sur ce que disait Emmanuel, c'est-à-dire le fait d'oublier ses sensations. En fait, bon, alors, avec Emmanuel, on se connaît. Je vais juste me présenter en 3 secondes. Je suis diététicienne et je suis spécialisée, en fait, dans tout ce qui est troubles du comportement alimentaire.
Il y a quelques mois, j'ai envoyé à Emmanuel justement une personne qui avait des troubles du comportement alimentaire. Oui, Je sentais que dans sa façon de parler, dans sa façon de se comporter, elle était HPI et je lui ai, gentiment, doucement et bon, en faisant attention un petit peu à mes mots et à mon vocabulaire, je lui ai soumis l'idée qu'il était possible, heu, que ce soit peut-être un HPI. Non, 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 non. Bon, on laisse passer et je repose l'idée et puis finalement, ça tourne dans sa tête et elle va voir, Emmanuel. 3 semaines après, elle m'annonce en pleurant, qu'effectivement, bon, ben, elle était bel et bien HPI. Elle m'a pas remerciée du tout. Je ne sais pas pourquoi, ça arrive, ça arrive. mais je me doute. Mais à la base, elle était venue, comme beaucoup de personnes, parce qu'elle avait pris du poids. Pourquoi avait-elle pris du poids? Parce qu'elle avait des troubles du comportement alimentaire. Pourquoi est-ce qu'elle avait des troubles du comportement alimentaire? Tout simplement parce qu'elle était HP, elle est déconnectée, ascenseur émotionnel, enfin voilà, oublier les sensations, etc. Alors, donc, aussi bizarre que ça puisse paraître, dans ma patientèle, j'ai des HPI que je repère. Je ne leur dis pas à tous, il faut attendre en fait un petit niveau pour qu'ils puissent entendre. Il y en a qui ne l'entendent pas. Donc en fait, il faut attendre qu'ils soient prêts pour, pour accepter, parce que c'est pas toujours facile d'accepter ça, parce que bah, c'est un flot d'émotions, un flot de « ah, si j'avais su », un flot de tout ce que vous voulez. Mais je pense qu'il y a beaucoup de personnes parmi nous qui le comprennent. Voilà, et en fait, je suis là parce que je m'occupe aussi d'enfants autistes qui ne verbalisent pas par-dessus le marché. Je m'occupe donc en fait de pas mal de personnes. Alors bon, finalement, je fais aussi du psy, bah, sans le vouloir, mais bon, ça fait partie aussi bah, de ma fiche de poste, puisque tout à l'heure on parlait de fiche de poste. Voilà, et mon but et la raison pour laquelle je suis parmi vous ce soir, c'est justement, comment dire? M'aider à comprendre en fait ces comorbidités, de certains HPI. Voilà, et des comorbidités, je pense qu'il y en a beaucoup. Oui. Et parmi elles, il y a les troubles du comportement alimentaire. Ok. Et du coup, c'est quoi ta question spécifique? Parce que, en fait, comprendre les troubles de comorbidité et plus particulièrement les TCA chez les HPI, qu'est-ce que tu souhaites comprendre en fait? Comment ça apparaît? Quel est le lien? Enfin, j'ai juste besoin que tu Le cibles lien. parce que c'est tellement large que… En fait, c'est le lien. En fait, bon, tu parles de formation. Alors, je ne connais pas le contenu de la formation que vous proposez toutes les deux, Ah, On peut mais regarder après. d'accord. Et en fait, moi, ma question, c'est comment faire pour donner les bons outils aux personnes pour qu'elles puissent recentrer, en fait, se reconnecter à leurs sensations. ok. Je crois que c'est un vaste programme, hein. C'est un gros, énorme, vaste programme. Et en fait, ce qui est intéressant dans ta question, le lien avec les TCA, bon, ben, après, ils sont multiples et ça, franchement, on pourrait en parler un sacré petit moment. Maintenant, ta question, c'est est-ce qu'il y a des techniques? Oui. Oui. Après, il y a des techniques qu'on connaît tous. Ok. Le problème, c'est pas tant dans la technique, c'est dans comment on va le transmettre et l'approcher chez des personnes HP. Ok. Et ça, c'est ça qui est important. C'est-à-dire que tu vois, dans la formation, on a tout un panel énorme sur le corps, Oui. parce que pour moi, ça me paraît essentiel et pour Magali aussi. Mm. Ok. Et là-dedans, en tant que thérapeute, l'idée, c'est que on va peut-être apprendre des choses, hein, il n'y a pas de souci, mais ça ne va pas être tant de se dire, ah tiens, j'apprends la technique de la méditation. On le sait tous, d'accord? Oui, Il oui, suffit d'aller sur oui. Internet, on achète un bouquin, on s'assoit, on va faire la Mhm. méditation pleine conscience. Sauf que moi, très concrètement, pour pratiquer la méditation pleine conscience, quand je m'adresse à un public HPI, je ne fais pas pareil que ce que j'ai appris moi en formation, parce que sinon, je les perds tous. Et puis, sur leur liste, ils rayent méditation, allez, de côté. Et ce qu'il faut, c'est vraiment comprendre
comment ils fonctionnent, qu'est-ce qui se passe à l'intérieur d'eux et du coup, comment on va leur proposer et leur expliquer les techniques. C'est-à-dire comment on va adapter la technique. Tu vois, c'est pareil quand je pratique de l'EMDR, Ouais. et là, ça n'a rien à voir avec les TCA. Voilà, l'EMDR, on me l'a appris avec des protocoles. On m'a dit, voilà, c'est comme ça pour tout le monde. OK, j'ai appliqué. Je me suis rendu compte que chez mes HPI, ça ne fonctionnait pas. Pas que l'EMDR ne fonctionnait pas. Je me suis rendu compte que la manière de l'introduire, un peu comme ce que tu disais, Magali, hein, ça ne marchait pas avec eux. Et qu'il a fallu que je réadapte la manière de l'introduire pour que ça fonctionne. C'est ça. Voilà. C'est dépasser des mécanismes de défense, passer, tu vois, un besoin de contrôle. Après, tu vois, ça dépend. Donc, c'est un peu vague ce que je dis parce que je pense que tu avais besoin peut-être de quelque chose de plus clair. Mais est-ce que c'est à peu près ça que tu veux? C'est ça, tout à fait, tout à fait, Ça tout marche. à fait. Ok, ça J'ajouterais marche. qu'en fait, le comment, c'est vraiment le cœur de tout ce qu'on peut faire en formation parce qu'on va aller voir des études de cas, on va faire part de différents cas de figure qu'on a rencontrés et voir comment on s'y prend. Mais tout est basé sur comment on va aider ces personnes-là à s'approprier leur profil et à en faire une force. Et Ouais. le comment, il est important parce qu'il ne suffit pas de le savoir, il ne suffit pas de comprendre pour soi, c'est comment, sur quel levier je vais m'appuyer et comment je m'y prends plutôt que de m'obstiner à leur donner des outils qui ne vont pas leur convenir, comment je fais pour suivre leur chemin à eux. Et c'est en ça que la gestalt thérapie, alors bon là je prêche pour ma paroisse, il n'y a pas que la gestalt thérapie, mais François ne va pas dire le contraire, mais il y a d'autres courants, il y a des tas de techniques qui fonctionnent, mais en tout cas par rapport à ce que je connais moi et ce que je pratique qui est la gestalt thérapie, j'ai trouvé cet outil puissant pour ces profils-là parce que ça a ça de particulier qu'on va coller à la personne, on ne va pas chercher à la mettre dans des cases, on va justement apprendre à la rejoindre là où elle est et à faire avec ce qui est. Et c'est en ça que c'est puissant. En tout cas, moi, je crois que ça m'a entre guillemets sauvée. Hein. Je crois que le jour où j'ai rencontré la gestalt thérapie, il y a vraiment quelque chose qui s'est passé pour moi et qui m'a aidé à sortir de quelque chose dans quoi j'étais sans le savoir, puisque à cette époque-là, je ne savais pas que j'avais ce profil-là. Donc, il y a autre chose que la gestalt, bien sûr, hein, il n'y a pas que la gestalt, mais c'est ça qui est précieux pour moi dans les accompagnements que je fais et dans ce que je peux partager auprès des professionnels, de comment on va chercher à les rejoindre et comment c'est puissant pour ces publics-là, qui très très vite vont tester leur thérapeute, quel qu'il soit, ou leur professionnel de santé, vont les tester, vont voir s'ils peuvent s'appuyer ou pas, ils vont vraiment aller au front hein, pour voir si c'est solide, et où là, en tout cas, si on va chercher l'endroit où ils sont, ils ne peuvent pas faire ça. Ils sentent que, ah bah oui, ok, on les rejoint et on va faire avec ce qui est là. Et c'est tout ça qu'on va apprendre. C'est ce comment. C'est ce comment qu'on va vous livrer dans la formation. Et je te remercie Magali parce que il y a ce que tu dis, c'est tout à fait ça. Et c'est aussi, et c'est ça que tu vois, on a besoin de poser, Elisabeth. Et du coup, ça répondra aussi un peu à Nathalie et peut-être à d'autres, j'espère. C'est que les HPI, et là pour le coup, c'est quelque chose qu'on peut généraliser, c'est que dans leur profil d'apprentissage, parce qu'en tant que thérapeute, certains, et comme toi, j'imagine, en tant que diététicienne, je pense aussi là à un collègue qui est médecin spécialisé dans le diabète, rencontre des difficultés, ou même une amie sophrologue rencontre des difficultés avec le public HPI quand il s'agit de les faire travailler dans la régularité, de mettre en place des protocoles. Tu vois, les questions que tu poses, elles sont hyper importantes parce qu'il y a des clés dans la compréhension de leur manière d'apprendre pour pouvoir adhérer, c'est-à-dire permettre l'adhérence à une nouvelle technique, à une régularité. Donc, il faut s'adapter et ça, il faut comprendre comment ils fonctionnent pour pouvoir les accompagner. Parce que sinon, c'est typiquement le genre de public. Je vais prendre les protocoles de méditation de pleine conscience, parce que c'est peut-être les choses les plus connues, qui sont faites en 8 séances. C'est typiquement entre la séance 1 et la séance 2. Ils vont être à fond pendant une semaine. Puis après, il y a un papillon qui passe. Et 4 jours après, ils font, avant la formation, la deuxième session, ils disent « Oh là là, j'ai rien fait. Oh là là, culpabilité, on se fait mal, c'est terrible. » Et puis, ils font tout 4 jours avant avec une énorme culpabilité. Ils se disent « Je ne referai plus jamais. » Et entre la session 2 et la session 3, ils refont pareil, par exemple. D'accord ? Et du coup, l'idée, c'est comment arriver à comprendre comment ils fonctionnent pour adapter ce que l'on a appris nous et ce que l'on fait avec tout le monde qui ne fonctionnera pas avec eux. C'est ça. Voilà. Et là-dessus, comme le dit Jeanne Fachin, il n'y en a pas deux pareils. Et ça, il faut vraiment le savoir.
Oui, On ne peut c'est pas chiant. rester sur un schéma. Et je dirais qu'il y a différentes étapes, et ce qui me fait penser à ça, c'est ce que disait Elisabeth à l'instant, de ceux qui arrivent et qui se disent « oh là là, c'est le drame, je suis HPI, c'est un drame ». Je pense qu'il y a plusieurs étapes, il y a ceux qui le vivent bien et ceux qui le vivent moins bien. Et j'avais envie de témoigner de deux cas que j'ai eus qui m'ont marqué aussi autour de ça. Il y a quelques années, j'ai reçu une femme brillante professionnellement, mais qui avait fait un burn-out, qui avait 2 enfants et qui avait un gros souci dans son couple. Il y avait vraiment beaucoup de violence. Enfin, c'était un contexte assez particulier. Et elle était vraiment pas bien après son burn-out. Et c'est plus un médecin qui me l'a adressé, son médecin généraliste qui me l'a adressé. Et là, je vois assez vite qu'effectivement, il y avait certainement un profil HPI. Alors, je n'ai pas évoqué ça tout de suite, mais si le médecin me l'a adressé, c'est aussi parce qu'elle était branchée là-dessus et qu'elle savait pourquoi elle me l'adressait. Et donc, j'en suis venue à lui dire ceci, cela, et elle découvre qu'elle est effectivement HPI. Et là, tout comme Elisabeth le disait, pour elle, ça a été le drame, la catastrophe. Mais vraiment, c'était la catastrophe. Et vraiment, pourtant, je vous dis, une femme, quand je dis brillante, c'est quelqu'un qui avait les moyens de réfléchir et de penser, et de ne pas prendre ça au premier degré comme quelque chose de terrible. Bon, le temps se passe, je l'accompagne un temps, ça a été assez lourd, mais elle était dans une situation assez difficile qui a fait qu'à un moment donné, elle a préféré arrêter, puis elle ne se sentait pas de s'investir dans un travail trop long sur le travail sur soi, mais elle avait repéré ça. Et elle partait avec quand même quelque chose de l'ordre de « vous m'avez appris un sacré truc dans ma vie, je ne vous oublierai pas », mais elle partait avec du lourd, avec quelque chose de lourd et de pas confortable. 1 an plus tard, j'ai reçu un mail de sa part. Il y avait beaucoup de choses qui avaient bougé dans sa vie. Et dans ce mail, elle me remerciait. Elle m'a dit « je ne vous oublierai jamais. Vous avez été je ne sais plus comment elle m'a dit ça, mais un détonateur dans ma vie, en fait, quelque chose qui vraiment, il y a eu un avant et un après. Et je vous remercie pour ça. » Et elle avait suffisamment cheminé pour comprendre qu'elle pouvait en faire autre chose et que sa vie pouvait changer. Et pourtant, je ne l'ai pas accompagnée très longtemps. Donc, je dis ça parce que ça m'est arrivé plusieurs fois d'avoir des cas comme ça où pour eux, c'est la catastrophe, mais il faut du temps pour que ça chemine. Il y en a certains qui sont prêts à le recevoir et où ça va très vite, mais il y en a d'autres où il faut que ça chemine. Et le deuxième cas, c'est une étudiante que j'ai eue qui était dans une situation sociale, mais je ne vous dis pas, vraiment une catastrophe. Vraiment, elle était livrée à elle-même, elle n'avait pas de ressources, elle était coupée de sa famille, enfin, il y avait vraiment beaucoup de choses. Et malgré ce, j'ai réussi à trouver un système pour pouvoir l'accompagner et adapter quelque chose qui la soutienne. Et elle a repris ses études de psychologue. Et même chose, j'étais convaincue qu'elle avait un profil HPI, mais je ne lui ai pas dit tout de suite. Et puis le temps a fait son chemin. Et à un moment donné, j'ai évoqué ça parce que je pensais que c'était vraiment ça. Et même chose, elle ne pouvait pas le recevoir. Elle disait que je me trompais, elle disait que ce n'était pas vrai, elle disait que ce n'était pas possible et qu'elle avait déjà suffisamment de choses sur le dos pour s'en rajouter une. Vous voyez, elle prenait ça comme un drame, elle aussi. Et je trouvais ça dommage parce qu'en plus, elle évoluait dans le milieu psychologique, elle allait travailler en psychopatho dans un service, enfin, il y avait plein de trucs. Bon. Et à un moment donné, elle a lâché, elle a préféré arrêter son travail et j'ai plus une nouvelle. Et même chose, et alors là, je crois que ça a été 2 ou presque 3 ans plus tard, elle me renvoie un mail, peut-être parce que j'avais gardé ses coordonnées, j'avais dû lui envoyer le congrès d'Ouance, peut-être quelque chose comme ça. Et elle m'a renvoyé un mail et même chose, en me remerciant, en me disant que finalement, elle avait continué ses études en psycho et qu'elle avait été amenée à faire le test, que finalement, elle s'était dit qu'il fallait qu'elle fasse ce test, qu'elle avait eu confirmation qu'elle était HPI et que j'avais raison et que voilà, elle avait besoin de me déposer là ce qui s'était passé pour elle et le fait que finalement, ça allait changer sa vie parce que elle avait terminé psycho, elle avait eu tout ce qu'il fallait pour explorer, pour pratiquer. Et elle a décidé de changer de voie parce que le fait de savoir qu'elle était HPI lui a ouvert d'autres horizons et elle est passée à autre chose. Donc voilà, encore un cas où, vous voyez, il y a eu un basculement comme ça sur la durée. Donc je crois que notre mission, elle est là, c'est d'éclairer. Et puis, ce n'est pas toujours possible d'éclairer. Parfois, on éclaire, mais ce n'est pas suffisant. Et le temps fait son œuvre et à un moment donné, ça donne quand même quelque chose et les personnes en retirent du positif. Voilà. Vous voulez que qu'on vous montre le contenu du programme avant de terminer, si ça vous dit? Ouais. Alors, je vais essayer de vous partager l'écran. Là, ça devrait marcher. Est-ce que vous voyez quelque chose?
Ah, super, c'est Ouais. sûr, technique. Voilà. Donc, ça, eh ben, c'est ce que vous pouvez voir en allant sur le lien que je vous ai mis dans le chat. C'est donc notre programme de formation, reconnaître et accompagner les profils à haut potentiel. Donc, vous avez une vidéo d'accueil où vous n'apprendrez pas beaucoup plus de ce qu'on vous a dit ce soir. Les objectifs pédagogiques, voilà, c'est intégrer des connaissances théoriques et pratiques concernant ces profils, en s'appuyant sur des études scientifiques et de la clinique. Apprendre à repérer ces personnes, à détecter leurs possibles troubles associés, découvrir, comprendre le fonctionnement cognitif et affectif de ces personnes, connaître et acquérir des outils, des postures et des applications concrètes pour mieux accompagner ces personnalités atypiques, se sentir accueilli dans ces questionnements personnels et professionnels. Donc, vous avez le droit de dire tout ce qui vous paraîtra difficile dans vos accompagnements possibles. Obtenir des réponses, bien sûr, ou des élaborations de réflexion, puisqu'on peut avancer ensemble, se sentir capable de prendre en charge de manière adaptée ces personnes à HPI ou THPI et s'entourer d'un réseau de professionnels répondant aux besoins de ce public. Et j'ajouterai quelque chose qui est compris là-dedans, mais que j'ai envie de souligner, c'est que dans ce processus de formation, on va vous amener à adapter votre propre posture à la posture indispensable à ces profils. Donc, le format pédagogique, c'est une première partie où vous avez des capsules pédagogiques avec une partie donc, sur ce qu'est le profil, où on prend les détails, les caractéristiques et tous les éléments de ce qu'est ce profil, de ce qu'il faut savoir à la base pour qu'on puisse démarrer ensemble sur des bases identiques. Et ensuite, une partie sur les troubles associés qu'Emmanuel vous présentera sur les différents éléments à connaître sur les troubles associés. Une fois que vous avez vu ces capsules vidéo, que vous gardez à vie, que vous pouvez revisionner autant de fois que vous voulez, eh bien, on passe aux sessions en direct via Zoom. Donc, on va vous montrer avec différentes étapes. Il y a, je ne sais plus combien d'heures, 21 ou 23 heures de formation, découpées en petites sections de 3 heures. Et ensuite, on inclut à la fin de la formation un webinaire, un suivi pédagogique en webinaire où on peut faire des réponses-questions, un peu comme ce soir, et un accès à un groupe privé Facebook où vous pouvez échanger entre vous. Le détail des sessions, le voilà. Donc là, c'est ma matrice, c'est pour ça que vous voyez des petites choses apparaître tout autour. Le détail des sessions, c'est d'abord les généralités. Donc, on travaille sur la posture. Donc, il y a 2h30 des vidéos dont je vous ai parlé, plus les 3 heures donc, à distance. Donc, ça, c'est ce qui est ici. La session 2, donc, ce sont des tests aux troubles associés, ce que je vous disais aussi que Emmanuel vous présente en vidéo et donc on le reverra dans cette session 2. On parle des troubles associés, voilà, les tests, les conditions, le passage, l'importance de la restitution, les différentes phases post-test, orienter correctement une personne avec les bons professionnels et les bons bilans, etc. Et des études de cas, toujours, de toute façon. Ensuite, on abordera une autre session, une autre séquence de 3 heures à nouveau où on parlera de la vie relationnelle des surdoués, donc dans tous les domaines, la vie professionnelle, la vie sociale, la vie amoureuse, la vie affective, la vie familiale, enfin tous les liens qu'ils ont et comment ils se comportent dans tous ces liens et qu'est-ce qu'il faut savoir, comment on peut les aider. Ensuite, il y a une session sur le rapport au corps, comme on le disait. Donc là encore, 3 heures où on va parler de comment ça se passe pour eux, le rapport au corps et comment on peut les aider. Et voilà, on va vraiment travailler avec un apport méthodologique et pratique et on va pouvoir explorer ça. Ensuite, 2 thèmes précis qui nous sont chers, le HPI et le burn-out et le rapport au temps avant ça, bien sûr, parce que c'est quand même intimement lié. Ils ont un rapport au temps assez particulier, les HPI. Et le burn-out, Emmanuel est spécialiste du sujet. Donc, nous allons chacune exposer ça et en faire cette session qui va durer 4 heures cette fois. La session 6, c'est la dernière où nous allons ajuster nos postures et travailler encore un peu plus encore sur des études de cas, sur des questions qui vous sont propres et où on va pouvoir intégrer tout ce qu'on aura vu à vos postures et vous dire aujourd'hui ma pratique c'est ça, comment je fais pour intégrer ce qu'on a vu là, comment je fais pour intégrer ce qu'on a vu là, tout en restant dans mon obédience, dans ma pratique, mais en ajustant à ce profil-là. Voilà. Et bon, là, c'est notre présentation. Et voilà le calendrier. Donc, la cohorte qui démarre la semaine prochaine. On a des dates en mars que je vais vous donner bientôt parce qu'on s'est calé avec Emmanuel cette semaine. Donc, j'ajouterai les dates. Donc, la session 1, c'est lundi prochain de 15h à 18h. La deuxième, c'est le lendemain, le mardi.
La semaine suivante, le lundi et le mardi, à nouveau, 15h-18h, le lundi et le mardi. Et la session 5, la semaine suivante, le lundi, là c'est 14h30, 18h30 puisqu'elle est plus longue. Et la session 6, c'est le mardi, 14h30, 18h et une clôture le soir, 20h, 21h30 pour terminer ce processus. Voilà. Et puis ensuite, quelques temps plus tard, des sessions de suivi en webinaire. Voilà, donc vous avez tous les détails ici. Que vous dire de plus par rapport à ça? Vous avez des questions peut-être? Je vais peut-être arrêter le partage. Hop. Voilà. Merci. Merci Magali, c'est super ta présentation. Avec plaisir. Moi, je voudrais bien poser une question. Alors, moi, je ne suis pas du tout thérapeute. J'accompagne les mobilités professionnelles, donc tous les problèmes de trajectoire professionnelle, mobilité interne, externe, géographique. Je m'intéresse au sujet du haut potentiel depuis 7 ans à titre personnel. C'est un sujet qui m'intéresse beaucoup. J'ai eu l'occasion de vous voir, Magali, au congrès d'Ouance et je trouve effectivement que l'approche Gestalt est très intéressante pour l'avoir expérimenté moi-même et je trouve que voilà, ça peut être une approche intéressante. Alors moi, par rapport à la formation, je pense qu'il n'y a pas de certification et moi, je ne pense pas que ça puisse m'intéresser parce que je ne suis pas thérapeute, encore une fois, et que je ne souhaite pas l'utiliser dans ce cadre-là. En revanche, je me dis que si un jour vous allez plus loin, ça serait peut-être intéressant que vous puissiez vous adresser à des consultants comme nous. Oui. Et il faudrait qu'on puisse avoir à la clé la garantie d'être certifié parce que c'est très important de ne pas… Vous voyez, là, vous adressez à des thérapeutes, mais pour des consultants comme nous, je peux pas me mettre sur ce chemin-là. Enfin, moi, je ne peux pas le faire. Déontologiquement, je ne peux pas le faire. Enfin, voilà. Pourquoi je vous dis ça? Donc, il y a l'idée de la certification, donc ça sera peut-être plus tard. Et qu'est-ce que je voulais vous poser comme question? Je ne sais plus. Voilà, en tous les cas, c'est intéressant. J'entends quand même encore que malgré tout ce que je vois sur ce sujet-là, vous êtes en tous les cas très catégorique sur le fait que le test est obligatoire, enfin pour vous. Hein. Alors, non, pas tout à fait. Ah non? Ce qu'on a dit, enfin, il me semble hein, que, en Oui. tout cas, ça c'est ma posture et je pense que Magali, tu la partages, mais tu me diras toi. Pas du tout. Là où je suis catégorique, c'est là où je répondais à une question qui avait été posée, est-ce qu'on peut passer le test en distanciel? Et là, je suis Ah oui, catégorique. non, c'est pas par rapport à ça. Non, c'est Mais dès lors après, qu'on est face à quelqu'un où on peut percevoir qu'ils ont, on pourrait, enfin moi je peux percevoir ce genre de choses quand je fais mes accompagnements. Je n'en parle pas, sauf si vraiment je sens que la personne est tout à fait ouverte, donc je vais l'aiguiller. Alors ma difficulté, moi, c'est trouver des bons professionnels parce que je ne sais pas où aiguiller. Donc comme je vois parfois des gens dans la difficulté, moi je ne peux pas prendre je n'ai pas cette casquette-là, mais en revanche, j'aimerais bien que ces personnes puissent gagner du temps et s'adresser à de bons professionnels. Mais voilà, moi, je ne sais pas très bien comment manœuvrer au milieu de tout ça. Il faudrait créer un réseau. Ah, ben, c'est compliqué. Alors, déjà, pour la question du test, je veux juste ajouter que moi, en tout cas, ce que j'en dis, c'est que le test, moi, je le recommande en général. Mais parfois, il m'est arrivé de ne pas le recommander ou d'avoir des personnes qui n'avaient pas besoin de le passer parce que là où elles en étaient dans leur vie et avec cette découverte, ça leur suffisait. Elles se disaient, bon, ben ouais, moi, je suis convaincue que c'est ça, c'est bon, ça m'a donné une ouverture nouvelle et je suis sûre que c'est ça et ça me va de faire avec ça. Je n'ai pas besoin de passer de test, ça ne m'apportera pas. Ça arrive parfois. Par contre, il y a certaines personnes qui sont dans un tel doute et dans un tel manque de confiance en soi ou d'estime de soi Oui. que ça peut apporter un réel plus. Et à ce moment-là, je dis, bon, ben là, il faut vraiment orienter. En tout cas, ce que je dis, c'est qu'on ne peut le savoir de façon fiable qu'en passant un test. Oui, Ce n'est pas Emmanuel qui va me contredire, parce qu'il y a beaucoup de gens qui se disent, ouais, on peut faire un test sur Internet, machin, puis c'est bon, puis voilà. Non, non. La seule façon d'en avoir la certitude, si vraiment on veut aller dans ce sens-là et se dire, bon, est-ce que c'est vraiment ça mon profil? Est-ce que je me fais des idées? Et qu'est-ce que ça m'apporte de le savoir? C'est vraiment de passer un test. C'est pour ça que je disais tout
tout à l'heure, ça ne m'avait pas plu dans le livre de Christelle Petit-Colin, quand je l'ai lu il y a plusieurs années, de voir de quelle façon elle était catégorique en disant le test, on s'en fout. Enfin, c'était un petit peu dit comme ça et ça m'avait heurté parce que je trouve que non, au contraire, pour beaucoup de gens, c'est quand même précieux. On ne peut pas le dire de façon aussi catégorique. Non, on ne s'en fout pas des tests. Il y a des personnes pour qui c'est recommandé, il y en a d'autres qui peuvent s'en passer. C'est pas Oui, d'accord. obligatoire. Tout comme c'est aussi important de comprendre que c'est ce test-là qui permet de déterminer le fonctionnement de l'intelligence générale. Okay, parce que sur Internet, et je ne nommerai pas parce que voilà, mais on commence à voir depuis 6 mois un thérapeute qui s'improvise à créer des tests tout seul en disant bah, voilà, comme ça vous verrez si moi je le sais que vous êtes HPI ou pas. C'est pas le seul, hein. C'est pas le seul, il y en a d'autres. Hein. Il y en a d'autres, des femmes donc, aussi. Donc, en fait, oui, c'est important. Mais par contre, je rejoins Magali dans cette posture. C'est-à-dire qu'il faut accompagner dans la temporalité. Moi, il y a plein de personnes, je leur dis, le test n'est pas obligatoire. Juste, si votre mental ne vous fout pas la paix, c'est-à-dire qu'un matin, vous vous réveillez, vous dites « Oh, je coche tout ce qu'il y a dans le bouquin, je suis HPI. » Et l'après-midi, vous dites « Oh non, mais en fait, je ne suis pas HPI parce qu'il y a un truc que je n'ai pas coché. » Et puis, il en a « Ah si, je suis. » Alors, à un moment donné, on arrête. Enfin, on va passer un test et on voit quoi. Et voilà, ils n'y vont pas. C'est ça. Alors, juste pour terminer, mais donc moi, dans un souci professionnel, je suis face à quelqu'un, je peux percevoir des choses. Comment je peux, alors c'est vous aiguiller, enfin l'aiguiller vers vous, alors je vais les aiguiller vers vous. Est-ce que vous avez parfois comment on appelle ça, des consultations en ligne? Oui, j'imagine. Oui, Oui, puisque vous êtes à Montpellier, je crois, non? Vous êtes à Montpellier? Oui, c'est ça. On est à Montpellier, on a des consultations en ligne. Après, on a aussi un réseau qu'on ouvre. Et puis, Oui. comme je vous l'ai dit, on fait pas mal de supervision avec Magali. Donc, on a un réseau qui s'ouvre. Le problème, c'est que dès qu'on a des personnes, tout de suite, ils ont leur agenda qui est blindé parce qu'on en voit plein. Comme nous, pratiques depuis longtemps, qui sont installés dans le sujet, sont bookés. Et ça devient difficile. Pour ma part, moi, je consulte à présent, depuis le Covid, uniquement à distance. Je faisais déjà un petit peu avant, mais là, maintenant, c'est uniquement à distance et en individuel. Mais j'ouvre des groupes maintenant, des petits groupes assez intimes, parce que il y a tellement de demandes que il y a des personnes qui ont besoin aussi d'échanger entre eux et de travailler de façon régulière. Mais c'est difficile et c'est pour ça qu'on a cette idée de le diffuser encore, parce que ça manque. Il n'y a pas assez de professionnels, et dans le milieu de la santé et dans le milieu de l'accompagnement, qui soient vraiment formés. Et pour les tests, c'est vrai que c'est difficile. Bon, moi, ça fait des années que je travaille avec Emmanuel. J'ai d'autres personnes, quand elle n'est pas disponible, à qui je peux adresser les gens, mais j'ai du mal à m'adresser à d'autres parce que je sais comment travaille Emmanuel et je sais que tout le monde ne travaille pas de cette façon-là. Moi, quand j'ai passé mes tests, je n'ai pas eu le détail qu'Emmanuel propose. C'est-à-dire que quand on passe les tests, il y a différentes façons de faire passer les tests. Il y a je fais passer les tests, je vois les résultats. Et il y a je fais passer les tests et je vois ce qui se passe dans l'ensemble de la relation, dans la façon dont la personne aborde les tests, dans la façon dont elle réagit, dans l'émotionnel. Et c'est tout ça qui va être riche de sens et qui va apporter quelque chose à la personne. Et tout le monde ne pratique pas de cette façon-là. Donc, c'est difficile de trouver des professionnels qui soient vraiment spécialistes et en qui on ait confiance. Donc, c'est pour ça qu'on essaie de tous les moyens, c'est vraiment notre direction professionnelle d'ouvrir à ce sujet et d'avoir des professionnels vraiment formés. Est-ce que la durée minimum pour repérer, identifier et valider au potentiel en termes quand même de durée de consultation, est-ce qu'il faut compter 10 heures? C'est juste pour avoir, vous voyez, parce que quand j'accompagne, il faut que les gens sachent aussi s'ils poussent là, vers quoi ils dirigent, combien ça va coûter, le temps que ça va leur demander. Est-ce qu'ils ont la garantie d'être bien accompagnés sur justement ce travail on entoure la personne le temps qu'il faut pour aborder ce sujet difficile ou délicat parfois. Je sais pas, il y a une idée, 8 heures, 10 heures, je sais pas. Non. Alors, en fait, c'est une super question que je ne m'étais jamais posée. Après, oui, c'est important. Oui, peut-être. En fait, elle est difficile. Je vous le dis parce que je pense qu'il y a des gens qui ne font pas la démarche parce qu'ils sont bloqués par l'aspect d'abord financier, parce que d'abord, ils ont la trouille, ils ne savent pas s'ils vont pousser la porte parce qu'ils ne savent pas où ils mettent les pieds. Combien de temps ça va durer et combien ça va leur coûter, cette histoire. Okay. Bien sûr, alors, il y a ça aussi. Le test, c'est très concret, en fait. D'accord. Oui. Le test en soi, il y a un rendez-vous pour prendre contact. Oui. Et puis ensuite, il y a la passation du test qui a une moyenne de 3 heures.
Et la Oui, restitution, alors généralement chez les psys, ça dure 1 heure. Moi, je fais beaucoup, hein. 1h30, 2 heures parce que je déborde beaucoup, comme on peut le voir là d'ailleurs pendant la conférence avec l'heure. Mais Oui, donc voilà, en tout et pour tout, il y en a pour 5 heures, 6 heures. Combien ça coûte? Là encore, un test, c'est compliqué. Moi, par exemple, ça coûte 260 €, mais je sais que et encore avec tout le travail que je fais, je devrais augmenter, mais je ne le fais pas pour rester accessible. Mais il faut être honnête, je vois la majorité de mes confrères et mes consoeurs, ils font payer 450 €. Il y en a, ils font payer 700 €. J'ai vu des tests sur Paris à 1 000 €, alors que c'est exactement le même que je fais passer. Donc, Oui. et oui, donc Juste pour la passation du test, oui. Non, je vous dis ça pour vous en tant que professionnel, parce que nous, en tant que consultants, si on est amené à ces problématiques, il faut quand même qu'on ait la possibilité de se tourner vers des professionnels bien comme sûr. vous. Alors, c'est pour votre réflexion à venir et de se dire que, effectivement, voilà, si je pousse quelqu'un, je peux garantir qu'elle sera bien accueillie, que ça sera bien fait, parce qu'il y a une question aussi d'éthique, déontologique, Bien enfin, sûr. il y a tout ça qu'on ne les mette pas dans les mains de n'importe qui et puis savoir à peu près quand même, où ça va les mener financièrement. Voilà, c'est juste, alors, voilà. Mais c'est pas urgent, j'aurai peut-être l'information un jour, vous moi, la c'est communiquerez des peut-être. questions qu'on m'a posées souvent et auxquelles je Oui, réponds toujours de cette façon-là. C'est euh, bon, quand quelqu'un se pose la question, quand ce n'est pas nous qui détectons et que quelqu'un nous est adressé avec ce sujet-là. Alors moi, je propose une première séance où on va juste effleurer le sujet pour dire c'est quoi être haut potentiel, de quoi on parle, qu'est-ce que c'est et voilà, qu'est-ce qui vous amène à cette réflexion-là et est-ce que ça vous parle quand je vous parle de ça. Alors, je prends une séance pour passer en revue les principales caractéristiques et voir comment la personne réagit. Et à partir de là, soit ça lui parle, elle a envie d'aller plus loin, soit elle se dit, bon, ok, je vais lire des bouquins, puis je verrai, soit je lui dis, bon, ok, on peut entamer un travail pour effleurer encore un peu plus le sujet et se dire, bon, si je me projette dans ce profil-là, qu'est-ce qui se passe? Et je crois que c'est souvent, j'ai remarqué, j'ai constaté que c'était bien plus recommandé de faire comme ça avant de passer des tests, oui, parce qu'il y a des gens qui arrivent, moi je veux passer un test et puis après on verra. Non, il faut d'abord s'approprier l'idée, savoir de quoi on parle. Moi, je pense que c'est le meilleur chemin. Alors, je ne dis pas, il y a des gens qui font ça. Mais les gens qui font ça, en général, ils veulent savoir. Bon, c'est comme ils passent, ils ont leur carte d'identité, puis voilà, ça suffit et ils ne vont pas chercher à aller plus loin. Je trouve que c'est dommage parce que c'est vraiment dans le travail qu'il va se passer des choses. Ce n'est pas juste de savoir je le suis ou je ne le suis pas, c'est savoir où je me situe sur l'échelle et c'est ça qui va m'aider à savoir qui je suis et comment je fonctionne. Donc, il y a déjà cette étape-là. Donc voilà, moi je peux recevoir des gens comme ça, 1 ou 2 séances pour voir de quoi il s'agit. Et à partir de là, s'ils ont envie de s'engager dans un travail pour mieux comprendre, pour aller plus loin, pour s'approprier l'idée, pour savoir et poursuivre, et à un moment donné, se dire, bon, je suis prêt, là, je vais passer des tests. C'est très souvent comme ça que ça se passe. Et ben voilà, le processus, il est le suivant. oui, Mais les gens choisissent, mais il n'y a pas de date limite. C'est-à-dire oui, qu'il d'accord. y a des gens qui peuvent venir pendant 2 mois, juste voilà, effleurer ça, puis ça leur suffit, puis ils passent le test ou pas. Il y a des gens qui vont venir 6 mois en ayant passé le test ou pas, puis ils vont dire c'est bon. C'est plutôt rare. Moi, je dirais que c'est au moins 1 année. Et puis parfois, pour d'autres, c'est 3 ans, 4 ans, tant qu'ils sentent qu'ils en ont besoin. Et puis, on ne les force pas. C'est qu'ils trouvent dans cet équilibre-là, ils nourrissent leur quotidien, ils comprennent mieux les événements de leur vie au travers de ces filtres. Et c'est tellement riche. J'en ai encore eu le cas aujourd'hui avec des personnes que j'accompagne depuis un certain temps, mais c'est le bonheur, quoi. Je me dis, waouh, je suis heureuse de faire ce que je fais quand je vois ça. C'est super. Non, mais l'idée, c'est de pousser la porte, voilà, et d'ouvrir des bonnes portes, voilà, c'est ce que je retiens. Donc, j'aiguillerai les personnes vers vous. C'est C'est gentil, entendu. merci. Merci Florence. Donc, on Bon, a besoin d'en former d'autres pour pouvoir recommander. En tout cas, les personnes qu'on forme, on va leur adresser du monde, ça c'est sûr. alors j'ai vu dans les discussions que beaucoup de vous ont demandé peut-être à avoir des renseignements. Donc, ce que l'on peut faire, parce que je vois qu'il est déjà à Oui, on va 21h45, peut-être s'arrêter. on va s'arrêter si ça ne vous dérange pas. Parce que moi, personnellement, je tombe de fatigue après Moi ma aussi, journée. c'est une grosse Pas que journée. je ne veux pas, mais Moi et, aussi, peut-être. mais du coup, oui, j'ai entendu que, est-ce que cela vous conviendrait qu'on vous envoie peut-être un mail avec, justement un récapitulatif d'informations, des dates de mars? Parce que j'ai entendu que beaucoup aimeraient peut-être avoir aussi les dates de la prochaine session.
Et puis, s'il y a des questions qui viennent après ou pendant votre sommeil, n'hésitez pas à nous envoyer un petit mail, que ce soit à Magali ou à moi, Voilà. on vous répondra avec plaisir. Pour ceux qui s'inscrivent à la session de novembre, j'ai oublié de le dire, je le dis, on fait un petit cadeau. C'est une formation à l'accompagnement à distance, une formation que j'ai créée l'année dernière au moment du confinement pour les accompagnants, les consultants, les thérapeutes qui ont besoin de travailler à distance et qui n'ont pas forcément l'habitude. Vous voyez combien il faut savoir, hein, c'est pas évident, ça remet en question notre pratique là aussi. Il faut savoir pratiquer à distance, c'est pas la même chose qu'en présentiel. Donc, j'ai créé un module de formation qui est un court module. Il y a 4 vidéos, ça fait, je crois, 1h30 de visionnage et puis des exercices à faire pour se familiariser avec la pratique à distance et avoir les astuces qu'il faut, à la fois techniques et dans notre posture, surtout dans le cadre à poser. Donc, c'est le cadeau que nous vous proposons si vous suivez cette formation qui démarre lundi. Super. Merci bien, en tout cas, Voilà. à toutes et à tous, parce que Marc est là. Merci à tous pour votre présence, vos questions, votre intérêt. Donc, n'hésitez pas à revenir vers nous pour toute autre question. Et puis, de toute façon, avec Emmanuel, on va continuer à faire des soirées comme ça, webinaires, questions-réponses autour d'un thème. Et puis, n'hésitez pas à nous soumettre des thèmes aussi, hein, quand vous avez envie, comme le faisait Florence, qui parlait de sa posture à elle, de son statut et qui a besoin d'autre chose par rapport à ce qu'on dit là. Ben voilà, tiens, on peut ouvrir et réfléchir à d'autres sujets, à d'autres questions. Vos réflexions sont les bienvenues. Bon. Eh bien, Elisabeth, je suis très intéressée pour la prochaine session. Ok, ben écoute, Oui. Donc, la prochaine session, d'après ce que j'ai pu entendre, c'est au mois de mars alors. c'est ça, en on en mars. a une qui démarre lundi Oui, et la prochaine, après, c'est le mois de mars. au mois En de mars. mars. Bon, ben ça En va. mars. OK. Ben donc, mais d'ici là, de toute façon, vous faites des petits webinaires d'après ce On fait que des tu as webinaires. indiqué. On va D'accord. tout faire pour rester présente, rester en contact avec vous. D'accord. Bon, ben ça va. Et Vous pouvez nous donc, suivre sur les réseaux si vous êtes sur Facebook, comme ça vous voyez oui. ce qu'on fait. Alors, du coup, oui, le thème du burn-out, c'est pas mal. Donc après, qu'est-ce qu'il faut que je fasse? Je vous envoie mon adresse mail ou Magali ou bien Je l'ai déjà certainement, Elisabeth. Si vous êtes inscrite, Oui, j'ai votre mail, donc c'est bon. d'accord. OK, ça Donc, marche. vous recevrez certainement les infos régulièrement. Les infos. Ben, ça Chaque fois va. qu'on aura. Et quand j'aurai les dates, on vous enverra. D'accord, On super. les a vues, je les. Sinon, votre groupe Facebook s'appelle comment? Je tape sur votre Alors, nom la et c'est bon? page Facebook, la mienne, c'est Magali Barcelot Pro, vivement maintenant. D'accord. Isabelle rit. Vivement maintenant, oui, c'est mon maître mot, moi. Être dans l'instant et savoir être là où nous sommes, parce que D'accord. c'est le seul endroit où on peut gérer le mieux notre vie, n'est-ce pas? Oui, mais si on n'anticipe pas, comment on fait alors dans On ces peut cas-là? anticiper, mais en restant ici et maintenant. D'accord. Anticiper ne veut pas dire se projeter trop loin. Anticiper, ça veut dire penser à ce qui va venir, mais être là. Et qu'est-ce que je fais là maintenant pour ce qui vient? OK, je Alors, comprends. vous touchez à mon dada, là. Oui, oui, non, mais ça, j'aime bien, j'aime bien. Ah oui, mais là, il est temps que D'accord, on j'ai arrête, compris. qu'on mette du cadre là, du cadre. Ah, le cadre. Voilà. Ah oui, En tout cas, il faut toujours qu'il y en ait un qui le fasse. un grand merci Ok. pour votre Merci à vous. En tout cas, c'était très sympa de faire votre connaissance. Et puis, ravi de revoir Emmanuel Moi aussi, ça m'a fait plaisir de dans le un voir. cadre professionnel. Super. OK. Merci Au Elisabeth, revoir. merci Florence, Allez, merci bonne ceux qui Au soirée. revoir à sont tous, là. Bisous, au revoir à Manu. toutes. Bonne soirée. Au revoir. À Au revoir. bientôt. Au revoir Florence, au revoir tout le monde. Il y a Marc aussi, Aude. Ah, j'ai pas coupé l'enregistrement, je coupe. Attends. Oui. Top, top, top.